La loyauté, chez certains hommes, n'est pas une vertu affichée. C'est une façon de rester debout quand tout vacille. Johnny Depp a 62 ans. Et s'il choisit maintenant de prononcer le nom d'Al Pacino avec cette gravité particulière, ce n'est pas pour flatter une légende. C'est parce qu'il parle d'un geste rare dans une industrie où l'on applaudit vite, où l'on oublie, plus vite encore. Depp, longtemps regardé comme l'enfant terrible devenu icône, sait ce que coûte le regard des autres. Il sait aussi ce que vaut un allié silencieux quand les couloirs se vident. Al Pacino, lui, n'a jamais eu besoin de se justifier par des grandes déclarations. Un acteur qui peut brûler un écran sans lever la voix. Un homme dont la présence suffit à imposer une règle non écrite, on ne trahit pas ceux qu'on a choisis. Pacino n'a pas sauvé Depp comme on sauve un inconnu. Il l'a reconnu. Et parfois, reconnaître quelqu'un, c'est déjà s'exposer. Tout remonte à une époque où Johnny Depp n'était pas encore ce visage mondialement commenté, disséqué, défendu ou condamné selon les saisons. 1997, Donnie Brasco. Deux trajectoires se croisent dans un film qui parle d'infiltration, de loyauté, de faute morale et de cette ligne invisible qu'on franchit sans s'en rendre compte. Pacino y incarne Lefty Ruggiero, figure tragique, et Depp, l'agent infiltré Joe Piston, pris au piège de son propre rôle. Mais derrière ce duo à l'écran, il y a autre chose que le jeu. Il y a une forme d'école, une manière de travailler, et, surtout, une manière d'être là pour l'autre sans l'écraser. Dans les récits qui circulent autour du film, on retrouve la même idée. Pacino aurait soutenu Depp, défendu son choix, comme on protège une évidence fragile dans un système qui préfère les évidences rentables. Et Depp, lui, n'a jamais complètement oublié cette sensation. Être tenu par quelqu'un qui n'avait rien à gagner à le faire. Alors pourquoi parler aujourd'hui? Parce que l'époque a changé. Parce que Depp a traversé des années où son nom a cessé d'être seulement un nom de cinéma pour devenir un sujet, un champ de bataille, une rumeur permanente. Et parce qu'en 2025, il revient aussi autrement, en réalisateur, avec Maudit, un film dans lequel Al Pacino apparaît, et dont Depp a dit publiquement qu'il devait beaucoup à l'impulsion de Pacino. Dans ce contexte, la loyauté n'est plus un mot romantique, c'est un fait concret, presque un document. Depp n'est plus dans la conquête, il est dans le tri. À 62 ans, il ne collectionne pas les relations, il mesure ce qui a tenu, ce qui a rompu, ce qui a résisté. Et s'il parle enfin, c'est peut-être parce qu'il sait qu'on ne rend pas hommage à la loyauté quand tout va bien, mais quand on a vu ce que vaut l'absence de loyauté. Mais au fond, qu'a fait Al Pacino précisément, que Depp qualifie de rare? Et qu'est-ce que cette fidélité révèle de Johnny Depp, de ses blessures, de sa mémoire, de ce qu'il n'a jamais dit publiquement? Enfin, dans un monde où tout se négocie, peut-on encore croire à une loyauté qui ne demande rien en retour? La première rencontre entre deux acteurs ne ressemble presque jamais à ce que le public imagine. Ce n'est ni un coup de foudre, ni une scène mythique. C'est souvent un test silencieux. Est-ce que l'autre va prendre trop de place? Ou est-ce qu'il va vous laisser respirer? En 1996, quand Donnie Brasco sort enfin de ce long couloir qu'on appelle Development Hell, quelque chose se remet en marche. Un nouveau réalisateur, Mike Newell, un scénario signé Paul Attanasio et l'idée dangereuse, presque intime, de raconter l'infiltration d'un agent du FBI dans la mafia des années 1970. Le film n'est pas seulement un polar, c'est une histoire de confiance donnée à quelqu'un qui ne dit pas toute la vérité. Et pour incarner cette ambiguïté, il faut deux acteurs capables de se regarder sans se protéger. Al Pacino est déjà une autorité, pas seulement une star, une mesure étalon. Quand il arrive sur un projet, il crée une gravité. Il rend les choses sérieuses, même les silences. Johnny Depp, lui, arrive avec une autre énergie, moins institutionnelle, plus nerveuse, plus instinctive. À cette époque, il est reconnu, oui, mais il ne fait pas encore partie de ces acteurs qu'on installe définitivement au sommet. Il y a encore autour de lui une question qui traîne. Est-il un acteur profond ou simplement un phénomène? C'est précisément à cet endroit que leur rencontre devient déterminante. Le film s'appuie sur un matériau réel, le livre de Joseph D. Piston, l'agent qui a réellement vécu sous le nom de Donnie Brasco. Et Piston n'est pas un simple nom sur une couverture. Il est engagé comme consultant pour aider les acteurs à construire leurs personnages. À partir de là, la dynamique n'est plus seulement Pacino et Depp, c'est Pacino qui a toujours su capter le vrai face à un jeune acteur à qui l'on demande de porter une double vie crédible. Flic et ami, professionnel et traître malgré lui. Dans les premiers échanges, il n'y a pas besoin de grandes démonstrations.
Pacino n'est pas un homme qui explique ce qu'il ressent. Il observe, il écoute, puis il tranche. Et Depp comprend très vite une chose. On ne séduit pas Pacino. On gagne sa confiance en étant précis, en étant juste, en ne jouant pas l'important. On imagine alors une première lecture, une discussion à voix basse, peut-être quelques blagues, parce que Depp, même tendu, a toujours gardé ce réflexe de dédramatiser. Des années plus tard, il raconte d'ailleurs une anecdote devenue célèbre. Il aurait dit à Pacino qu'il était certifiably insane, et Pacino lui aurait renvoyé avec le même humour qu'ils étaient deux. Ce n'est pas seulement une plaisanterie, c'est un langage, une manière de dire « je te vois » sans passer par le pathos. Mais la véritable rencontre ne se fait pas dans la conversation, elle se fait dans le travail. Sur Denis Brasco, tout repose sur une relation asymétrique. Lefty Ruggiero, le personnage de Pacino, est un homme vieillissant, loyal jusqu'à l'absurde, qui cherche encore une place dans un monde qui ne lui fait plus de cadeaux. Donnie, le personnage de Depp, est un infiltré qui a besoin de Lefty pour survivre. Le scénario exige une chimie paradoxale, affection et manipulation, proximité et mur intérieur. Alors, dès le début, Pacino et Depp doivent choisir, jouer l'affrontement ou jouer l'aimantation. Ce qui frappe dans les récits autour de leur collaboration, c'est cette impression que Pacino laisse venir Depp, qu'il ne le domine pas, qu'il ne le force pas à être plus grand. Pacino est de ces acteurs capables de vous offrir une scène sans vous humilier. Il vous oblige à être bon, mais il ne vous casse pas. Et pour Depp, ce type de posture est rarissime dans une industrie où l'ego est parfois confondu avec la puissance. Il tourne à New York, dans des lieux réels, au plus près d'une matière urbaine qui impose son rythme. Et ce décor n'est pas neutre, il oblige à l'économie. On ne peut pas tricher longtemps quand le monde autour de vous a l'air vrai. La caméra capte le moindre décalage, la moindre fausse note. C'est là que Pacino excelle. Il sait faire vrai sans démontrer. Et Depp apprend ou confirme cette leçon essentielle. Parfois, la meilleure performance, c'est une retenue. La rencontre, finalement, n'est pas un moment unique. C'est une série de petites validations. Une phrase dite sans insister. Un regard qui dit « je te crois ». Une pause qui vous laisse exister. Et au fil des jours, cette relation de travail devient une forme de pacte. Un pacte discret. Et si, aujourd'hui, Depp parle de loyauté rare, c'est peut-être parce que cette rareté commence là, dans cette première période où Pacino n'a pas seulement joué avec lui, mais l'a traité comme un égal, bien avant que le monde ne le fasse. Après Donnie Brasco, quelque chose se scelle entre eux. Pas un pacte public, pas une amitié tapageuse, plutôt une reconnaissance. Et, dans le cinéma, cette reconnaissance peut agir comme une boussole. Elle ne fait pas le succès, mais elle vous rappelle qui vous étiez avant qu'on vous colle une étiquette. Le film, lui, existe immédiatement comme une œuvre sérieuse. Sorti fin février 1997, il installe ce duo Pacino-Depp dans une zone très particulière, celle des acteurs qu'on regarde travailler, pas seulement des stars qu'on regarde passer. Le public suit, la critique aussi, et le box-office confirme que ce n'est pas un polar de plus. Donnie Brasco finit par dépasser les 100 millions de dollars de recettes mondiales avec une performance solide en Amérique du Nord et à l'international. Mais les années de gloire, pour eux, ne se vivent pas au même tempo. Al Pacino, à la fin des années 1990, n'a plus rien à prouver. Et c'est précisément ce qui l'autorise à bouger. Il navigue dans des projets où l'on sent une obsession. Comprendre le pouvoir, le déclin, la violence, l'illusion. En 1999, il est au centre d'Any Given Sunday d'Oliver Stone, où l'autorité se porte comme une armure et où le charisme devient une stratégie de survie. Pacino n'est pas en quête de renouvellement, il est dans l'exploration. Il avance comme un acteur qui sait que sa voix suffit, mais qui choisit malgré tout de la tordre, de la fatiguer, de la rendre humaine. Johnny Depp, lui, traverse une gloire plus instable, plus électrique. C'est une gloire qui n'arrive pas d'un coup, mais qui monte, qui se reconfigure, qui s'agrandit jusqu'à devenir mondiale. Dans les années qui suivent Donnie Brasco, il continue à choisir des chemins de traverse, à refuser la ligne droite. Et puis, en 2003, tout bascule. Jack Sparrow, un personnage qui, sur le papier, aurait pu être une caricature et qui devient un mythe populaire. La mécanique est brutale. D'un acteur singulier, Depp devient un visage global. Il n'est plus seulement celui qu'on admire pour des choix audacieux, il est celui qu'on reconnaît partout.
Et cette reconnaissance n'est pas seulement commerciale, elle se traduit aussi par le langage le plus codé d'Hollywood, celui des nominations. Son interprétation de Jack Sparrow lui vaut une nomination à l'Oscar du meilleur acteur, puis d'autres nominations les années suivantes, notamment pour Finding Neverland et Sweeney Todd. Or, c'est là que la gloire révèle sa part la plus ambiguë, car plus Depp devient célèbre, plus la perception de son talent se divise. On l'adore, on le caricature, on le fige. On le célèbre pour son extravagance et on oublie parfois le travail. La gloire chez lui produit du bruit. Et Depp apprend à vivre avec ce bruit, à le traverser comme on traverse un couloir trop étroit, en avançant quand même sans regarder les murs. Pacino, à l'inverse, porte une gloire qui ressemble à un socle. Même quand il change de registre, il reste Pacino. Il peut aller de grands films à des projets plus intimes et garder cette impression d'être un repère. Dans les années 2000, il s'installe aussi dans un autre territoire, celui de la télévision prestige. Angels in America, en 2003, n'est pas un simple détour, c'est un couronnement parallèle, une preuve que son intensité peut vivre ailleurs que dans le grand écran. Et là, quelque chose devient frappant. La gloire de Pacino ne l'éloigne pas des autres, elle l'oblige presque à une forme de responsabilité. Parce qu'un monument qui parle trop se ridiculise. Mais un monument qui choisit ses fidélités peut faire une différence. Pour Depp, ces années-là sont celles où l'on comprend la puissance d'une figure protectrice, même à distance. Il y a des périodes où tout va vite, où les plateaux s'enchaînent, où les décisions se prennent au téléphone, où l'on est entouré de conseils, d'agents, d'opinions. Et au milieu de cette foule, ce qui manque souvent, c'est la loyauté désintéressée, celle qui n'a pas besoin d'être vue pour exister. C'est dans ce contraste que le souvenir de Pacino prend de la valeur. Pas comme un mentor officiel, comme une référence intime. Un homme qui, dans un moment charnière, a prouvé par son attitude qu'on pouvait rester digne au milieu des mécanismes. Mais alors, quand la gloire devient vertigineuse, qu'est-ce qui commence à se fissurer? Pourtant, comment une trajectoire aussi brillante peut-elle fabriquer, en silence, les conditions d'une chute? Et ce soir-là, à quel moment Depp comprend-il que la célébrité ne protège de rien et qu'elle expose à tout? Mais alors, qu'est-ce qui se fissure quand on a tout ou quand le monde croit que l'on a tout? Chez Johnny Depp, la gloire n'a jamais été un tapis rouge continu. Elle a souvent ressemblé à une vague, magnifique, bruyante, puis dangereuse dès qu'on cesse de nager. Pendant un temps, il tient, il joue, il enchaîne, il devient un symbole mondial. Et pourtant, derrière l'image, il y a une vie qui cherche encore une forme de stabilité. Il y a eu cette parenthèse française, longtemps racontée comme un refuge. Depp partage alors une histoire avec Vanessa Paradis, de 1998 à 2012, et ils ont 2 enfants. Dans plusieurs interviews, il évoquera plus tard ce sentiment rare, celui d'un chez-soi, d'un quotidien moins exposé, presque normal. Pour un acteur devenu mondial, c'est un luxe. Pour un homme vulnérable, c'est un besoin. Pourtant, la célébrité n'a pas de bouton off. Même quand on se cache, elle finit par entrer. Par contaminer la moindre décision. Par déplacer l'équilibre intime. Et la fissure la plus classique, la plus silencieuse, commence souvent là, dans la fatigue. La fatigue d'être attendu. La fatigue d'être commenté. La fatigue d'être réduit à une image. Puis, une autre bascule se profile. Depp rencontre Amber Heard lors du tournage de The Rum Diary. Le film est tourné à partir de 2009 et sort en 2011. Les détails de leur relation deviendront plus tard un dossier public, mais à l'origine, c'est une dynamique privée qui s'installe dans un monde où rien n'est vraiment privé. Ce soir-là, ce n'est pas une scène de cinéma. C'est un moment où le récit de l'homme commence à échapper à l'homme. En 2016, Heard demande de divorce et obtient une ordonnance restrictive temporaire, déclenchant une séquence médiatique d'une violence inédite. Et dès lors, la carrière n'est plus simplement une suite de rôles, elle devient une question de réputation, un procès permanent, parfois avant même les tribunaux. C'est ici que les fissures deviennent visibles et qu'elles contaminent tout. D'abord, l'industrie. En novembre 2020, après avoir perdu un procès en diffamation au Royaume-Uni contre le tabloïd The Sun à propos d'allégations de violence conjugale, Depp se retrouve encore davantage fragilisé publiquement. Quelques jours plus tard, il annonce avoir été prié de démissionner de son rôle de Grindelwald dans la franchise Fantastic Beasts et avoir accepté cette demande. Dans ce métier, ces phrases sont des euphémismes. Elles disent « tu coûtes trop cher, tu divises, tu es devenu un risque ».
Ensuite, l'homme. Parce que les fissures, ce n'est pas seulement le travail qui se rétracte, c'est l'identité qui vacille. Quand tout ce que vous avez construit se retrouve commenté, analysé, reconstitué à la loupe, vous finissez par douter de votre propre mémoire. Vous commencez à parler moins, à vous isoler davantage, à vous méfier de tout le monde. Et, à Hollywood comme ailleurs, la méfiance est un poison lent. Elle fait le tri, mais elle fait des dégâts. C'est là que l'idée de loyauté prend un sens presque physique. Dans ce chaos, Depp comprend ce qui manque. Des figures qui ne changent pas de ton quand l'orage arrive. Des personnes qui ne demandent pas où souffle le vent avant de vous serrer la main. Parce qu'au moment où les fissures apparaissent, le décor se vide, et ceux qui restent deviennent une information en soi. Or, Al Pacino, dans cette histoire, n'est pas un ami de plateau qu'on appelle pour une photo. C'est une conscience professionnelle, une présence qui traverse les décennies sans se laisser avaler par le commentaire. Et si Depp insiste aujourd'hui sur la loyauté rare de Pacino, c'est aussi parce que, dans les périodes de fissures, on découvre que la loyauté est souvent l'inverse du spectacle. Elle se voit peu, mais elle se paie cher. Mais alors, quelle est la vraie crise ? Est-ce la rupture intime, la rupture avec l'industrie, ou cette fracture plus profonde, la perte de contrôle sur son propre récit ? Et surtout, à quel moment Depp décide-t-il qu'il ne peut plus se contenter de se taire, qu'il faut affronter le nœud, la tempête, le scandale, le tribunal du monde ? La crise, ce n'est pas seulement un événement. C'est le moment où tout ce qui était privé devient public et où tout ce qui était complexe se transforme en slogan. Pour Johnny Depp, la rupture ne se limite pas à un divorce. Elle commence par un basculement de statut, du comédien scruté au comédien jugé. En mai 2016, Amber Heard dépose une demande de divorce et obtient une ordonnance restrictive temporaire à Los Angeles, sur fond d'accusations de violence conjugale. En quelques jours, la mécanique médiatique s'emballe. On ne raconte plus une histoire, on choisit un camp. Et dans cette logique binaire, la nuance n'a plus de place. Ce soir-là, ce n'est pas la douleur intime qui fait le plus mal. C'est l'impression que votre vie s'écrit désormais sans vous. Chaque image devient une preuve. Chaque silence devient une stratégie. Chaque phrase, une arme. Depp, qui a toujours cultivé l'ambiguïté artistique, découvre une ambiguïté bien plus violente, celle du soupçon. Parce qu'à partir du moment où une accusation s'installe dans l'espace public, elle cesse d'appartenir aux personnes concernées. Elle devient un objet. Un objet que l'on monétise, que l'on commente, que l'on recycle. Et l'industrie, elle, réagit selon une logique froide, la gestion du risque. En 2018, la tension se déplace sur le terrain de la diffamation au Royaume-Uni après un article du Sun qui le qualifie de « wife beater ». Le procès britannique est une épreuve longue, méthodique, épuisante. Puis le jugement tombe le 2 novembre 2020. La High Court rejette la plainte de Depp, estimant que les allégations étaient « substantially true » selon le standard civil. À ce moment précis, la crise change de dimension. Ce n'est plus un conflit conjugal médiatisé, c'est un verdict qui reconfigure le récit public. Et quelques jours plus tard, une autre phrase tombe, plus courte, plus brutale, celle d'un studio. Le 6 novembre 2020, Depp annonce qu'on lui a demandé de démissionner de son rôle de Grindelwald dans Fantastic Beasts et qu'il a accepté. Là encore, le langage est poli, mais le message est limpide. On coupe le lien. C'est ici que la rupture devient une crise totale, affective, réputationnelle, professionnelle. Car l'acteur comprend une chose que beaucoup apprennent trop tard. À Hollywood, on ne vous condamne pas toujours, on vous remplace. On vous rend simplement non indispensable. Et quand on n'est plus indispensable, la solitude devient une chambre d'écho. Depp, dans ces années-là, parle peu, et quand il parle, c'est souvent sous la pression. Il y a des périodes où il semble vouloir disparaître du vacarme, puis d'autres où il se cabre, comme quelqu'un qui refuse d'être défini par une seule version des faits. Cette oscillation n'est pas une tactique, c'est un symptôme. Le symptôme d'une existence devenue procès permanent. Puis arrive le grand basculement américain. Le procès en diffamation en Virginie, diffusé et scruté à l'échelle mondiale du 11 avril au 1er juin 2022. Le verdict donne majoritairement raison à Depp sur les chefs principaux, tout en reconnaissant aussi une diffamation à l'encontre de Heard via une déclaration liée à l'entourage de Depp, avec des dommages attribués de part et d'autre. Et surtout, Depp publie une déclaration où il écrit « The jury gave me my life back » et signe « Veritas numquam perit ». La vérité ne périt jamais. Cette phrase n'est pas une victoire triomphale, c'est un souffle.
On entend presque un homme qui dit « Je peux enfin respirer ». Mais la crise ne se termine pas avec un verdict. Elle laisse des ruines, des divisions, des questions morales et une fatigue profonde. En décembre 2022, les deux parties finissent par conclure un accord et mettent fin aux appels, avec un paiement d'1 million de dollars prévu dans le cadre du règlement. Alors, après la tempête judiciaire, que reste-t-il d'un homme et d'un acteur? Qui l'a appelé quand plus personne ne voulait être vu à ses côtés? Et dans cette période où le monde confond souvent loyauté et opportunisme, Café, précisément, Al Pacino discrètement, sans bruit, que Depp n'oublie pas. Après la tempête, il n'y a pas immédiatement le calme. Il y a d'abord un silence épais, presque administratif. Des coups de fil qui ne viennent plus, des invitations qui deviennent prudentes. Et cette sensation étrange, être célèbre, mais se sentir effacé. Johnny Depp, au lendemain des procès et de l'accord final, ne revient pas comme on revient après une absence. Il refuse même le mot. À Cannes, en mai 2023, devant les journalistes, il lâche cette phrase qui ressemble à une défense autant qu'à une fatigue. Je me demande toujours à propos du mot « comeback », parce que je ne suis allé nulle part. Et dans une autre formule, plus ironique, il évoque sa 17e comeback supposé. Ce n'est pas de la coquetterie. C'est une façon de reprendre la maîtrise du récit, de dire « Vous ne me rendrez pas une vie que vous m'avez confisquée par le langage ». Son retour à l'écran se fait d'ailleurs là où l'on ne l'attendait pas, en France, dans un film historique, Jeanne du Barry, choisi comme film d'ouverture du Festival de Cannes 2023. Le symbole est fort. Cannes, c'est l'institution, la vitrine, la mémoire du cinéma. Et pourtant, Depp arrive sans triomphe. On le sent sur la défensive, parfois agacé par l'idée qu'il devrait prouver qu'il mérite encore d'être là. Cette période, il la décrit comme un temps où certains avaient peur d'appeler, où l'air se raréfie autour de vous. Mais ce qui change, après la tempête, ce n'est pas seulement l'agenda, c'est la posture. Depp ne cherche plus à convaincre Hollywood, il cherche à se tenir debout. Et sa manière de le faire passe par un geste très concret, transformer une partie de cette affaire en quelque chose qui ne lui appartient plus. En juin 2023, il est rapporté qu'il donne 1 million de dollars issus du règlement à plusieurs associations caritatives. On peut y voir de la communication, on peut y voir une stratégie, mais, dans son cas, ce geste a aussi une autre signification. Déplacer l'énergie de la rancœur vers autre chose. Sortir de la logique gagnant-perdant pour rentrer dans une logique de réparation, même symbolique. Et puis il y a le travail, le vrai travail. Car après le scandale, l'acteur doit redevenir un artisan. Il doit refaire confiance à une équipe. Il doit accepter de ne plus être au centre ou de l'être autrement. Et c'est là que la figure d'Al Pacino réapparaît, comme une présence déterminante, presque structurante. Maudit, ce projet longtemps fantasmé autour de Modigliani, devient un point de bascule. Depp le réalise, Pacino y apparaît et le produit. En janvier 2024, quand sortent les premières images de tournage, les médias insistent sur la dimension transformative du fait de diriger à nouveau plus de 20 ans après The Brave. Et ce n'est pas une anecdote, c'est une ligne de fuite. Quand on a été réduit à une affaire, revenir à la mise en scène, c'est reprendre un territoire. C'est choisir ce qu'on raconte, comment on le raconte et avec qui. Le film circule ensuite en festival, notamment à San Sebastian en septembre 2024. Puis, en 2025, Depp se montre à Londres pour la première britannique, parlant de ce projet comme d'un retour à l'essentiel et rappelant le rôle moteur de Pacino dans l'existence même du film. Ce qui est frappant, c'est la manière dont Pacino intervient ici. Pas comme un parrain qui pose pour la photo, mais comme quelqu'un qui met sa crédibilité au service d'un autre artiste. Produire, jouer, accompagner, sans exiger une dette publique. C'est cela la loyauté telle que Depp l'a décrit. Une loyauté qui agit, mais qui ne se met pas en scène. Et pendant que Depp reconstruit par le cinéma d'auteur, l'industrie commerciale se remet, elle aussi, à tester sa bancabilité. En 2025, il est annoncé sur un film grand public, Day Drinker, un signal clair qu'il réintègre aussi des circuits plus mainstream. Plus récemment encore, une adaptation de A Christmas Carol est annoncée avec lui en Scrooge, avec une sortie datée pour 2026, preuve que les studios ne le regardent plus uniquement comme un dossier sensible. Après la tempête donc, Depp ne redevient pas simplement Johnny Depp. Il devient un homme qui trie, qui sécurise ses appuis, qui accepte de revenir, mais à ses conditions. Et c'est là que le silence se transforme peu à peu en parole. Parce qu'une fois la survie assurée,
vient le moment plus dangereux, celui où l'on raconte ce qu'on a appris, ce qu'on a vu de l'intérieur, ce qu'on n'a jamais dit non pas par stratégie, mais parce que dire aurait été impossible. Il y a un moment, dans la vie d'un acteur, où l'on comprend que la fidélité ne se mesure pas aux applaudissements, mais aux appels qu'on reçoit quand les autres se taisent. Johnny Depp le dit aujourd'hui avec une lenteur inhabituelle, comme s'il devait choisir chaque mot pour ne pas trahir ce qu'il a vécu. Parce que parler de loyauté à 62 ans, ce n'est pas sortir une formule, c'est désigner un geste et, surtout, révéler ce que l'on n'a pas pu dire pendant les années de bruit. Après la crise, après les procès, après les titres, il y a eu cette période que Depp a décrite à Cannes comme un temps où les gens avaient arrêté d'appeler. Il ne le raconte pas en victime, il le constate, presque cliniquement. Quand on lui parle de comeback, il repousse le mot. Il dit qu'il n'est allé nulle part. Mais cette phrase, si l'on l'écoute bien, contient une fissure. Il n'est peut-être pas allé nulle part. En revanche, beaucoup se sont éloignés. C'est là que la révélation prend sa forme. Depp ne révèle pas un secret croustillant, il révèle un mécanisme. Un mécanisme que l'on ne voit que de l'intérieur, la façon dont l'industrie teste votre solitude, la façon dont elle attend que l'orage passe sans se mouiller. Et au milieu de ce tri silencieux, il y a Al Pacino. Pas un ami qu'on appelle pour une photo, pas un collègue de festival, mais un homme qui, selon Pacino lui-même, rêvait depuis des décennies de faire un film sur Modigliani, un art film presque impossible à financer. Un projet qui a traversé 30 ans de frustration. Un projet qui, à un moment, a même connu une configuration inversée. Pacino voulait le réaliser, Depp devait être acteur, puis des rôles se sont renversés quand le film a enfin été lancé. Et c'est ici que Depp parle enfin. Il explique, ou plutôt il laisse entendre, que la loyauté rare de Pacino n'a pas été une phrase de soutien dans un dîner mondain. Elle a été un acte de production, un engagement concret, une mise en risque. Car produire, ce n'est pas être gentil. Produire, c'est signer, c'est associer son nom, c'est dire « je mets ma crédibilité sur cette personne, ici et maintenant ». Or, Pacino apparaît publiquement comme coproducteur de Maudit, 3 Days on the Wing of Madness, film réalisé par Depp. Dans les faits, cela signifie que l'acteur légendaire ne s'est pas contenté de rester en bons termes. Il a choisi de travailler avec Depp au moment où Depp cherchait précisément à revenir par le travail, pas par la polémique. Depp, à 62 ans, révèle alors quelque chose de très simple, presque dérangeant dans sa sobriété. Il n'a pas oublié ceux qui se sont tus. Et il n'a pas oublié celui qui n'a pas eu besoin de parler fort. Il décrit Pacino comme un homme qui n'exige pas que vous vous justifiez pour mériter d'exister. Un homme qui ne vous demande pas de faire pénitence en public. Ce n'est pas une morale, c'est une posture. Et cette posture, dans un système où tout le monde protège d'abord son image, devient rarissime. Il y a aussi une autre dimension, plus intime. La loyauté de Pacino est ancienne. Elle ne naît pas de la tempête récente. Elle vient de loin, de Donnie Brasco, de cette époque où Depp n'était pas encore une figure mondiale et où l'on pouvait encore croire que le cinéma suffisait à définir un acteur. Aujourd'hui, Depp comprend le prix de cette continuité. Parce que la continuité, c'est exactement ce que la crise a tenté de lui voler. Une trajectoire cohérente, une identité d'artiste plutôt qu'un dossier médiatique. Et puis il y a cette phrase, rapportée fin 2025 dans la presse à propos de son éviction de Fantastic Beasts. Depp dit qu'on lui a demandé de démissionner et qu'il a eu le sentiment qu'il voulait qu'il prenne sa retraite. Dans ce contexte, la présence de Pacino sur Maudit prend une valeur encore plus nette. Quand certains vous poussent vers la sortie, un autre vous ouvre une porte de travail. La révélation de Depp, finalement, tient en une vérité que beaucoup taisent. Dans ce métier, l'amitié est fréquente, la loyauté est rare, parce que la loyauté a un coût. Et Depp insiste, Pacino ne l'a pas sauvé. Il lui a rendu quelque chose de plus précieux que la protection, la possibilité de créer sans être réduit à ce qu'on disait de lui. Ce n'est pas spectaculaire, c'est presque invisible. Mais pour un homme qui a été exposé à l'échelle mondiale, cette invisibilité-là ressemble à une grâce. Alors il s'arrête, longtemps, comme si le reste devait se comprendre sans mots. Parce qu'après, il y a des histoires qui ne se terminent pas par une victoire. Elles se terminent par une acceptation. Et c'est souvent plus difficile à porter. Johnny Depp, aujourd'hui, ne cherche plus à convaincre tout le monde. Il semble même avoir compris que tout le monde n'existe pas. Il y aura toujours un camp,
une contreversion, un commentaire prêt à renaître. Ce qu'il cherche plutôt, c'est une ligne intérieure, une manière de continuer sans se laisser définir par le bruit. Dans cette dernière étape, l'épilogue n'est pas un résumé, c'est un souffle. On pourrait croire que le monde du cinéma est fait de grande loyauté, de familles d'artistes, de fraternité indestructible. Mais en réalité, tout est plus délicat. Les alliances changent au rythme des succès, les amitiés se font et se défont au rythme des affiches. Ce n'est pas forcément de la cruauté, c'est une organisation. Et dans une organisation, l'humain devient parfois un paramètre. Depp a été ce paramètre. Il l'a senti, il l'a payé, et il en porte encore la marque, même quand il sourit devant les caméras. Ce n'est pas qu'il soit brisé, c'est qu'il est devenu prudent. Comme quelqu'un qui a appris trop tard que l'admiration peut se transformer en procès et que la célébrité ne protège pas de la solitude, elle la rend seulement plus visible. Alors, après la tempête, il fait quelque chose de simple, il travaille. Il se déplace vers des projets où le contrôle est différent. Il traverse des festivals. Il parle de création plutôt que de scandale. Et, surtout, il choisit ses présences. La présence d'Al Pacino, dans cet épilogue, n'est pas une morale. Ce n'est pas le bon contre les autres. C'est une note tenue dans le temps. Une continuité qui rassure. Une preuve qu'une relation professionnelle peut survivre à l'orage et qu'un homme peut rester le même quand l'opinion, elle, change sans cesse. Parce que la loyauté rare, finalement, n'est pas d'être d'accord. Ce n'est pas de défendre aveuglément. C'est de reconnaître la complexité, de ne pas réduire quelqu'un à une seule page de son histoire, et de rester assez digne pour ne pas faire de cette fidélité un spectacle. Dans la bouche de Depp, ce mot « loyauté » sonne presque comme un aveu de faiblesse. Comme s'il disait « j'ai eu besoin de ça ». Dans un monde qui exige toujours qu'on soit fort, avouer qu'on a eu besoin d'un autre, c'est déjà un acte. Et peut-être que la maturité commence là, dans cette capacité à nommer ce qui a compté, sans grandiloquence. À 62 ans, Depp ne révèle pas seulement ce qu'il pense de Pacino, il révèle ce qu'il pense de lui-même. Il ne se définit plus par ses personnages, ni par les jugements extérieurs. Il se définit par ce qu'il choisit de garder, la mémoire d'un geste juste, au bon moment, sans intérêt apparent. Et l'épilogue, alors, prend une forme presque immobile. Un homme avance, sans fanfare, avec une fatigue que le public ne voit pas toujours. Il ne cherche pas à refaire le passé, il cherche à ne pas le laisser lui voler l'avenir. Il sait que certains continueront à parler, il sait aussi que certaines vérités ne se prouvent pas, elles se vivent. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.